Quand mon beau-père est décédé, ma femme s'est réjouie trop vite, me mettant à la porte et réclamant l'héritage. Mais elle a ignoré la deuxième page de son testament, dans laquelle il me confiait discrètement le contrôle de son entreprise pour protéger son héritage de sa cupidité. Tu n'as rien, Darren. Pas un centime. Mon père a enfin vu qui tu es vraiment. Laissez-le finir de lire. 8 ans. 8 ans. Cet homme a laissé mère tout payer pendant qu'il se disait partenaire. Madame Mercé, il y a une deuxième page. Je n'ai pas besoin d'une deuxième page. Je sais exactement ce que mon père voulait laisser derrière lui, et ce n'était pas toi. En es-tu sûr? Il n'a rien. Nous avons terminé ici. Je l'ai regardé crier victoire avant qu'Arthur ne tourne la page. Elle lui avait arraché le document des mains, annoncé la fin de notre mariage, et regardé chaque personne dans cette pièce comme une femme qui collecte ce qui lui appartenait déjà. Personne ne l'a arrêté parce que personne ne savait ce que je savais, ce qui n'était presque rien. Howard avait passé son dernier mois à me montrer, sans jamais s'expliquer, que les hommes discrets qui construisent à partir de rien ne laissent pas les choses inachevées. Céleste était certaine que la première page disait tout ce que son père voulait dire. Mais quel genre d'homme écrit une deuxième page et pourquoi? Si vous avez déjà vu quelqu'un célébrer trop tôt avant que toute la vérité ne soit révélée, cette histoire est pour vous. Restez avec celle-ci. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, s'abonner à la chaîne prend 2 secondes et cela signifie que vous ne manquerez pas ce qui va suivre. Je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un qui s'est marié pour l'argent. Quand j'ai rencontré Céleste Bellamy lors d'une conférence de l'industrie de la construction il y a 12 ans, je dirigeais une entreprise de sous-traitance de taille moyenne que j'avais bâtie à partir d'une seule équipe et d'un camion que je possédais à moitié. Elle était là pour représenter l'entreprise de son père, Bellamy Infrastructure, et elle est entrée dans cette pièce comme si elle avait déjà décidé qu'elle était la personne la plus importante dedans. Je me souviens avoir pensé qu'elle était le genre de femme qui m'épuiserait. J'avais raison. Je l'ai quand même épousée 4 ans plus tard parce que pendant un certain temps, elle m'a fait croire que sous toute cette certitude, elle était quelqu'un qui voulait sincèrement une vie qui signifiait quelque chose au-delà du bilan dans ses premières années. Je pense que j'avais raison sur ce point aussi. Céleste dans la trentaine était plus vive et plus agitée que les gens autour d'elle. Et elle était attirée par le fait que je n'avais pas besoin de l'approbation de son père pour me sentir à l'aise dans une pièce. J'ai vendu ma participation dans l'entreprise de sous-traitance peu de temps après le mariage. Cela avait du sens à l'époque, et elle ne me l'a jamais demandé, ce que j'ai apprécié. Nous avons voyagé, nous nous sommes bien disputés, nous avons construit quelque chose qui ressemblait, du moins de l'intérieur, à un vrai mariage. Howard Bellamy a observé tout cela à une distance prudente, et j'ai toujours eu le sentiment qu'il réservait son jugement, ce que je respectais plus que je n'aurais respecté une acceptation facile. Ce que je n'ai su que bien plus tard, c'est que Howard s'était déjà fait une opinion discrète sur moi, une opinion qu'il n'avait jamais exprimée directement. Dans les premières années de notre mariage, peu de temps après avoir vendu ma participation commerciale, Bellamy Infrastructure a rencontré un grave problème de liquidité, du genre qui n'apparaît pas dans les communiqués de presse, mais qui menace discrètement de défaire tout ce qu'un homme a passé des décennies à construire. Howard l'avait contenu, à peine, grâce à une combinaison de restructuration d'actifs et de négociations privées. Ce que j'ai appris seulement après son diagnostic, c'est qu'une partie du capital qui a aidé à stabiliser l'entreprise pendant cette période provenait des produits de la vente de ma propre entreprise, acheminés par un contact mutuel à la demande discrète de Howard. Il avait expliqué la situation clairement et n'avait rien demandé en retour. J'avais accepté parce que je comprenais ce que signifiait de voir quelque chose que l'on a construit commencer à se défaire. Je ne l'ai jamais dit à Céleste. Je n'ai jamais demandé à Howard de participation ou de reconnaissance. Nous avons simplement avancé, et quelque part dans cet échange, quelque chose entre nous a basculé dans un registre que ni l'un ni l'autre n'a jamais nommé à voix haute. Céleste n'a pas remarqué le changement, ou si elle l'a fait, elle l'a mal interprété. Au moment où la santé de Howard a commencé à décliner, elle vivait dans son monde de richesse et de prestige depuis assez longtemps pour qu'elle ait commencé à en absorber complètement la logique. Le statut était devenu son langage principal. Lors des dîners, elle me présentait aux gens qu'elle voulait impressionner avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux et une phrase qu'elle avait clairement décidé être charmante, celle sur le fait que j'avais pris ma retraite anticipée en faisant un bon mariage. Les gens riaient. Je riais. C'était plus facile que d'expliquer que j'avais simplement choisi différemment. Et de plus, les gens qui riaient étaient ceux qu'elle tenait à impressionner,
pas moi. Howard ne riait jamais à cette phrase. Il changeait de sujet ou me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire entièrement. Et j'en suis venu à comprendre qu'il y entendait quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de révéler. Quand le diagnostic de Howard est tombé, l'entreprise a commencé à sentir le poids de son absence avant même qu'il ne se retire des opérations quotidiennes. J'ai commencé à l'accompagner à ses rendez-vous, non pas parce que Céleste me l'a demandé, mais parce qu'il a mentionné une fois, presque nonchalamment, que la structure de stationnement de l'hôpital le déroutant et qu'il préférait ne pas conduire lui-même. C'est devenu une routine. Je passais le prendre, m'asseyais dans les salles d'attente à lire les rapports de projet qu'il apportait, et le ramenais chez lui après. Nous ne parlions pas beaucoup pendant ces trajets. Howard n'était pas un homme qui utilisait des mots pour combler le silence. Et j'avais appris au début de notre connaissance que la meilleure façon de gagner sa confiance était d'arrêter d'essayer de la gagner. Sur le chemin du retour d'un de ses rendez-vous, il m'a dit, sans lever les yeux du dossier sur ses genoux, que Céleste n'avait pas visité l'hôpital une seule fois depuis son diagnostic. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien d'utile que je puisse dire qui n'aurait pas empiré les choses. Ce que j'ai découvert plus tard, non pas directement de Howard, mais à travers les pièces qu'il a laissées derrière lui, c'est que pendant ces mêmes mois, Céleste rencontrait en privé un homme nommé Gavin ROR. Gavin avait travaillé comme conseiller financier pour Bellamy Infrastructure quelques années plus tôt avant de passer au conseil privé, et Céleste avait maintenu le contact avec lui d'une manière qu'elle n'avait jamais mentionnée ni à moi ni à son père. Howard a appris l'existence de ces réunions par quelqu'un de son personnel en qui il avait confiance et qui avait vu Céleste et Gavin ensemble plus d'une fois. Il ne l'a pas confronté. Il a commencé à rassembler des informations à la place, méthodiquement et sans alerter personne, ce qui était exactement le genre de choses que Howard Bellamy ferait. La nature de ces conversations entre Céleste et Gavin n'est devenue claire qu'à la lecture du testament. Mais même avant ce jour, j'avais recueilli suffisamment d'indices à partir de ce que j'observais à la maison pour comprendre que quelque chose avait fondamentalement changé dans la façon dont Céleste envisageait l'avenir. Elle avait cessé de poser des questions sur l'état de son père et avait commencé à poser différents types de questions, des questions sur la structure du trust, sur les actifs détenus personnellement par rapport à l'entreprise, sur la manière dont les procédures de divorce interagissaient avec les biens hérités en vertu de la loi de l'État. Elle me les a posées une fois, nonchalamment, pendant le dîner, comme si elle pensait à voix haute. J'ai répondu ce que je savais et n'ai rien dit d'autre. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à comprendre ce que l'expression de Howard me disait depuis des années. 3 jours avant la mort de Howard, il m'a appelé et m'a demandé de venir à l'hôpital seul. Pas Céleste, moi. Quand je suis arrivé, il était assis dans son lit, ce qui m'a surpris car il s'était détérioré rapidement la semaine précédente. Il avait l'air fatigué de la manière particulière dont les gens ont l'air lorsqu'ils ont pris une décision qui leur a coûté quelque chose et sont maintenant en paix avec le coup. Il a tendu la main vers la petite table à côté de son lit et a pris une montre, celle qu'il avait portée tous les jours pendant plus de 30 ans, celle que je ne l'avais jamais vue sans, et il me l'a tendue sans cérémonie. Je lui ai dit que je ne pouvais pas la prendre. Il m'a dit qu'il ne demandait pas. Il y a eu un long silence entre nous, du genre qui n'avait pas besoin d'être comblé. Et puis Howard a regardé par la fenêtre et a dit quelque chose que je ressasse dans mon esprit tous les jours depuis. Il m'a dit que lorsque tout cela serait terminé, je ne devrais pas juger Céleste sur ce qu'elle disait. Je devrais la juger sur ce qu'elle choisirait de faire au moment où elle croirait avoir déjà gagné. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit qu'Arthur saurait quoi faire. Et puis il n'a rien dit d'autre à ce sujet. Arthur Pembroke avait géré les affaires juridiques de la famille Bellamy pendant près de 20 ans. Je savais qui il était, mais je n'avais aucune légitimité pour l'appeler et aucune idée de ce dont Howard avait discuté avec lui. Howard est mort 3 jours plus tard, tôt le matin, sans Céleste dans la chambre. Je n'étais pas là non plus. J'étais rentré chez moi la veille et j'ai reçu l'appel à 5 heures. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant longtemps après, tenant la montre qu'il m'avait donnée, essayant de comprendre ce qu'il avait réellement essayé de dire. Une partie de moi voulait contacter Arthur immédiatement, pour demander ce que Howard avait voulu dire, pour me préparer à tout ce qui allait arriver. Une autre partie de moi a reconnu que Howard m'avait dit d'attendre, pas avec ses mots exacts, mais dans la façon dont il avait retenu toute explication tout en indiquant clairement que l'explication viendrait. Il m'avait assez fait confiance pour laisser la séquence intacte. Le moins que je puisse faire était d'honorer cela. Alors j'ai attendu. Je me suis occupé des arrangements, de la réception, de la logistique minutieuse du deuil qui incombe à quiconque est prêt à les gérer.
Céleste était présente à travers tout cela, posée de la manière dont les gens sont posés lorsqu'ils sont concentrés sur ce qui vient après plutôt que sur ce qui vient d'être perdu. Elle remerciait les gens efficacement. Elle acceptait les condoléances sans s'y attarder. À un moment donné, debout près de l'entrée de la salle de réception, elle s'est penchée vers moi et a dit tranquillement qu'elle pensait qu'il devrait organiser la lecture formelle des qu'Arthur pourrait l'arranger. J'ai hoché la tête. J'avais la montre dans la poche de ma veste, et j'avais la dernière instruction de Howard en tête, et j'avais décidé de rester tranquille et de laisser tout ce qu'il avait construit se dérouler exactement comme il l'avait prévu. La semaine après les funérailles de Howard, Céleste a cessé de faire semblant. C'était la seule façon que je pouvais le décrire. Non pas qu'elle soit devenue quelqu'un de différent, mais qu'elle a cessé de faire l'effort d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. La version d'elle qui avait existé à l'intérieur de notre mariage, celle qui demandait encore occasionnellement comment j'allais ou me remerciait de m'occuper des arrangements, s'est discrètement effacée. Ce qui l'a remplacée était quelque chose de plus efficace et de considérablement moins chaleureux. Elle a commencé à parler de la succession de Howard comme de sa maison avant même que l'encre sur le certificat de décès ne soit sèche. Elle parlait de Bellamy Infrastructure au possessif, de la manière dont les gens parlent des choses qu'ils possèdent déjà plutôt que des choses qu'ils s'attendent à hériter. Elle a programmé une réunion avec un agent immobilier pour discuter d'une parcelle de terrain appartenant aux avoirs de l'entreprise sans en informer personne au conseil d'administration, sans demander à Arthur, sans m'en parler jusqu'à ce que je l'entende confirmer le rendez-vous par téléphone. Elle m'a demandé de déménager mes affaires de la chambre principale un jeudi matin, de la même manière qu'elle pourrait demander à quelqu'un de déplacer un meuble qui bloque une porte. Il n'y a pas eu de conversation à ce sujet. Aucune reconnaissance que c'était une demande inhabituelle pour une femme à faire à son mari dans une maison qu'il partageait. Elle l'a dit et est passée à autre chose, et j'ai transporté ce dont j'avais besoin dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis, et j'ai passé le reste de cette soirée assis à la fenêtre. Essayant de trouver en moi-même autre chose qu'une reconnaissance sourde et épuisée que Howard avait vu cela venir, et que je ne l'avais pas entièrement cru. Il m'avait dit de la juger sur ce qu'elle choisirait de faire quand elle penserait avoir déjà gagné. Elle n'avait même pas encore gagné, et elle déplaçait déjà les meubles. Quelques jours avant la lecture prévue, je passais dans le couloir devant le bureau quand j'ai entendu la voix de Céleste à travers la porte entr'ouverte. Elle était au téléphone, et le ton qu'elle utilisait était celui, particulier, qu'elle réservait aux personnes qu'elle considérait utiles, bas et engagées, collaboratives d'une manière qu'elle était rarement avec quiconque dont elle n'avait pas besoin de quelque chose. Je l'ai entendu mentionner le nom de Gavin, puis je suis resté immobile parce que quelque chose dans ma poitrine m'a dit de le faire. Elle parlait de timing, des actifs qui pourraient être déplacés rapidement une fois le transfert officialisé, de la possibilité de prendre certaines décisions avant que le conseil n'ait le temps de répondre formellement. Puis Gavin a dû poser une question sur moi parce que la voix de Céleste a changé pour devenir quelque chose de plus léger et de plus dédaigneux. Elle a dit qu'après la lecture, je n'aurais plus aucune raison d'être encore là. Elle l'a dit de la manière dont on dit quelque chose que l'on a déjà décidé et dont on n'a plus besoin de discuter. Je suis retourné dans la chambre d'amis et je me suis assis sur le bord du lit pendant un long moment. Je n'étais pas surpris. C'était la pure vérité. Je n'étais pas surpris, et l'absence de surprise était en soi une forme de deuil. La reconnaissance que j'avais su cela à un certain niveau depuis plus longtemps que je ne me l'étais admis. J'ai pensé à appeler Arthur. J'ai pensé à confronter Céleste directement. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Howard m'avait dit d'attendre, et tout ce qu'il avait mis en branle était déjà en mouvement, et ajouter ma propre réaction avant le moment venu n'aurait servi à rien d'autre qu'à rendre les jours suivants insupportables d'une manière différente. Le matin de la lecture, Céleste s'est habillée avec soin. Elle portait un tailleur noir structuré qu'elle n'avait pas porté aux funérailles. Je l'ai remarqué parce que le tailleur qu'elle avait porté aux funérailles avait été plus doux, plus approprié au deuil dans sa coupe. Celui-ci était différent. Celui-ci était le genre de choses que l'on porte quand on s'attend à être pris au sérieux par une salle pleine de gens qui regardent pour voir si l'on a sa place à la tête d'une table. Elle a vérifié son apparence 2 fois dans le miroir du couloir avant que nous ne partions. Et quand elle s'est tournée vers la porte, elle avait le regard de quelqu'un qui avait déjà décidé comment la réunion allait se dérouler et qui ne faisait que passer par les étapes restantes. Le bureau d'Arthur occupait le dernier étage d'un immeuble du centre-ville que Howard avait toujours décrit comme délibérément discret, le genre d'endroit qui n'a pas besoin de s'annoncer. La salle de conférence où la lecture a eu lieu avait une longue table et suffisamment de chaises pour le petit groupe que Howard avait spécifié, Arthur lui-même, Céleste et moi, 3 des directeurs les plus anciens de l'entreprise.
et 2 membres de la famille élargie qui détenaient des intérêts mineurs dans le trust. Tout le monde s'est installé à sa place avec la quiétude particulière des gens qui comprennent qu'ils sont sur le point d'entendre quelque chose d'important et qui gèrent leur propre anticipation. Céleste était assise en face de moi. Elle a posé son téléphone face contre la table devant elle et a croisé les mains, posée et contenue, une femme en contrôle complet de ce qu'elle croyait déjà être à elle. Arthur a commencé à lire. Il était méthodique et sans hâte, parcourant les sections préliminaires du document avec le calme exercé d'un homme qui avait fait cela de nombreuses fois et comprenait que le poids des mots nécessitait un espace autour d'eux. La première page confirmait que Céleste était la fille unique de Howard et la bénéficiaire désignée de plusieurs catégories de biens personnels, la collection de bijoux de sa mère, un fonds en espèces substantielles, une propriété de vacances sur la côte et un assortiment d'effets personnels. Arthur a lu chaque article clairement et a commencé à tourner la page. Je n'y suis pas arrivé. Céleste a tendu la main sur la table et a arraché le document de ses mains avant qu'il ait fini son mouvement. La pièce est devenue complètement silencieuse. Elle se tenait debout, tenant le testament, et s'est tournée vers moi avec une expression que j'avais déjà vue sur son visage, celle qui apparaissait lorsqu'elle avait été certaine de quelque chose et venait de recevoir une confirmation. Elle a dit que je n'obtenais rien. Pas un seul actif, pas une seule action, pas un seul dollar de ce que son père avait construit. Elle a dit que Howard avait enfin compris ce que j'étais, quelqu'un qui s'était soigneusement positionné pendant 8 ans et avait appelé cela de l'amour. Elle m'a dit que notre mariage était terminé, l'a dit clairement et sans émotion apparente devant Arthur et les directeurs et les membres de la famille qui regardaient avec le vide prudent des gens essayant de ne pas réagir. Elle a dit que je devrais prévoir de faire enlever mes affaires de la maison d'ici la fin de la semaine. Personne dans la pièce n'a dit un mot. Je n'ai rien dit non plus. J'ai gardé mes mains à plat sur la table et les regardé fixement, et je les laissé finir parce que Howard m'avait dit de la laisser finir. Et parce que je comprenais maintenant que chaque mot qu'elle disait faisait partie de quelque chose qu'elle avait déjà mis en branle sans réaliser qu'il avait regardé le mettre en branle. Quand elle s'est finalement retournée vers Arthur, sa voix s'était installée dans quelque chose de presque professionnel. Elle lui a demandé s'il y avait autre chose à lire. Arthur l'a regardé un instant avec une expression qui ne révélait rien d'autre qu'une certaine qualité de patience. Puis il a tendu la main pour le document, et quand elle le lui a rendu, il a tourné à la page suivante et a dit que oui, il y avait autre chose. Ce que Howard avait écrit sur la 2e page n'était pas ce que quiconque dans la pièce attendait, y compris moi. Il n'avait pas divisé l'entreprise. Il n'avait pas partagé le contrôle entre Céleste et un comité du conseil d'administration. Au lieu de cela, Howard avait transféré les droits de vote du trust familial, le mécanisme par lequel Bellamy Infrastructure était réellement contrôlé, à moi pour une période de 10 ans avec un mandat spécifique, protéger l'entreprise. Protéger les employés et préserver les actifs stratégiques qui représentaient l'œuvre de la vie de Howard. On ne m'a pas donné la propriété. Je n'étais pas autorisé à vendre une quelconque partie de l'entreprise pour un bénéfice personnel. J'ai été désigné, dans les propres termes de Howard, comme le gardien de l'héritage, non son héritier. Céleste recevrait toujours des distributions financières du trust. Sa sécurité matérielle n'était pas éliminée, mais elle n'aurait aucun contrôle sur l'entreprise elle-même, aucune autorité sur ses décisions, aucun mécanisme pour diriger la vente ou la restructuration de ses avoirs. Howard avait écrit sa raison dans le document en langage clair, une personne qui considère un héritage comme un trophée ne devrait pas se voir confier le pouvoir de le détruire. Arthur a lu cette phrase et a posé la page, et la pièce était de nouveau silencieuse d'une manière différente de celle d'avant. Céleste m'a accusé d'avoir manipulé Howard pendant ces derniers mois. Elle l'a dit fort et sans hésitation, de la manière dont les gens disent des choses qu'ils ont répétées dans leur tête comme une éventualité. Ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était ma réaction, qui était une désorientation authentique. Je n'avais pas connaissance de la 2e page. Je ne savais pas ce qu'Arthur allait lire. La confusion sur mon visage n'était pas feinte, et plusieurs personnes dans cette pièce me connaissaient depuis assez longtemps pour reconnaître la différence. Arthur a continué. Howard avait subi 2 évaluations psychiatriques indépendantes avant de signer le testament révisé. Les 2 avaient été menées par des professionnels sans relation préalable avec la famille. L'ensemble du processus de signature avait été enregistré sur vidéo. Je n'étais pas présent dans la pièce. Il n'y avait aucun fondement juridique pour une réclamation d'influence indue, et Arthur l'a dit avec la finalité tranquille d'un homme à qui on avait demandé de documenter exactement cette possibilité bien avant que quiconque dans la pièce n'ait pensé à la soulever. Puis Arthur a placé un 2e dossier sur la table.
Howard avait rassemblé des archives des réunions privées de Céleste avec Gavin ROR, date, lieu, la substance de ce qui avait été discuté. Et des copies d'échanges de courriels qui décrivaient en détail un plan pour liquider plusieurs des plus importants terrains de l'entreprise dans la période suivant immédiatement la mort de Howard. Le plan avait été rédigé avant la mort de Howard. Il en avait connaissance depuis des mois et n'avait rien dit, choisissant plutôt de construire l'architecture juridique autour de cela discrètement, de la manière dont il construisait tout le reste. Céleste s'est tournée vers moi et a dit que j'avais orchestré cela, que j'avais fourni des informations à son père, que je m'étais positionné au fil des ans pour prendre ce qui était à elle, que chaque moment de loyauté apparente avait été calculé depuis le début. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti la montre que Howard m'avait donnée 3 jours avant sa mort. Je l'ai posée sur la table entre nous où elle pouvait la voir clairement. Puis je lui ai dit la vérité, qui était la seule chose qu'il me restait à offrir. Je ne savais pas que la deuxième page existait. Je ne savais pas ce que Howard avait décidé. Ce que je ressentais en étant assis là n'était pas du triomphe. C'était quelque chose de plus proche de la tristesse particulière de comprendre d'un coup toute la mesure de ce que Howard avait vu chez sa fille, et qu'il avait passé ces derniers mois à protéger discrètement tout le monde, y compris elle. Céleste a regardé la montre pendant un long moment. Et pour la première fois depuis la mort de Howard, la certitude a quitté son visage, non pas parce qu'elle avait perdu l'argument, mais parce qu'elle a compris à ce moment-là que la personne qui l'avait défaite n'était pas moi et pas Arthur. C'était son père. Il avait su exactement ce qu'elle ferait à l'instant où elle croirait avoir gagné, et elle était entrée dans cette pièce et l'avait fait devant chaque témoin qu'il avait choisi sans une seule déviation du scénario qu'il avait écrit autour d'elle. Les jours qui ont suivi la lecture avaient une qualité particulière que je n'avais pas anticipée. Pas de soulagement, pas de satisfaction, pas même le sentiment net de résolution que les gens décrivent lorsque quelque chose qui se construit depuis longtemps éclate enfin au grand jour. Ce que je ressentais à la place, c'était une sorte d'immobilité, la façon dont l'air se calme après qu'une tempête soit passée et ait laissé le paysage réarrangé de manière que vous devez regarder attentivement avant de comprendre ce qui a changé. J'ai géré les nécessités pratiques de ces premiers jours lentement et délibérément, répondant aux communications de suivi d'Arthur, rencontrant 2 des directeurs principaux qui avaient été dans la pièce et voulaient parler de continuité. Et essayant de comprendre ce que Howard m'avait réellement transmis, non pas légalement, ce qu'Arthur avait expliqué assez clairement, mais en termes de ce que cela exigeait de moi en tant que personne. Céleste a déposé la contestation judiciaire dans les 2 semaines. Son avocat a publié une déclaration affirmant que Howard n'était pas sain d'esprit lorsque le testament révisé a été exécuté et qu'une influence extérieure avait compromis l'intégrité du document. Je l'ai lu une fois et l'ai mis de côté. Arthur avait anticipé cela. Howard l'avait anticipé aussi. Les évaluations indépendantes, la signature enregistrée, l'absence délibérée de tout mercé de la pièce où les décisions finales ont été prises, tout cela avait été structuré pour répondre exactement à cet argument et le laisser sans fondement. L'architecture juridique que Howard avait construite autour de ses dernières volontés n'était pas l'œuvre d'un homme mourant cherchant le contrôle. C'était l'œuvre de quelqu'un qui avait mûrement réfléchi à chaque mouvement que sa fille était susceptible de faire et qui avait décidé d'avoir 3 longueurs d'avance sur chacun d'eux. Ce que je n'avais pas entièrement anticipé, c'est ce que Gavin ferait lorsque le plan s'effondrerait autour de lui. Dans les 10 jours suivant la lecture, il a engagé son propre avocat et a commencé à se séparer de la position juridique de Céleste aussi complètement et rapidement que possible. Il a soumis les courriels volontairement, non pas parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il avait calculé que se positionner comme témoin plutôt que comme co-conspirateur lui donnait le meilleur résultat. Il a recadré son implication comme une consultation professionnelle de routine, a placé chaque décision de fond au pied de Céleste, et a construit une version des événements dans laquelle il avait simplement répondu aux demandes d'un client sans pleine connaissance du contexte. C'était un récit intéressé, et toutes les personnes impliquées le savaient. Mais il a servi son objectif efficacement. La personne à qui elle avait confié les éléments les plus sensibles de son plan avait pesé ses propres intérêts contre les siens et avait fait son choix sans hésitation apparente. Quand j'ai pensé à Céleste recevant cette nouvelle, que Gavin avait tout retourné et placé le récit carrément sur elle, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, qui n'était pas de la satisfaction, mais quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Elle avait passé des années à mesurer les gens autour d'elle par leur utilité, et quand le moment est venu qui exigeait la loyauté plutôt que l'utilité, la personne sur laquelle elle s'était le plus appuyée s'est comportée exactement comme quiconque y prêtant attention aurait pu le prédire. Howard avait probablement prévu cela aussi. Environ 3 semaines après la lecture, mon téléphone a sonné tard un soir de semaine. Le nom sur l'écran était celui de Céleste, son téléphone personnel,
pas le bureau de son avocat. J'ai répondu. Elle n'a pas commencé par des amabilités ou un positionnement juridique. Elle a dit, d'une voix qui avait perdu la précision contrôlée à laquelle je m'étais habitué au cours de 8 ans, que je prenais l'entreprise de sa famille. Elle l'a dit comme une déclaration plutôt qu'une accusation. Et c'était la chose la plus proche qu'elle ait faite depuis longtemps de simplement dire quelque chose de vrai sans manigancer la façon dont cela serait perçu. Je lui ai dit que je ne prenais rien. Je lui ai dit que ce que son père avait fait était d'empêcher quiconque de la prendre, y compris elle et y compris moi. Il y a eu un silence sur la ligne que je n'ai pas essayé de combler. Puis elle m'a demandé de renoncer volontairement au contrôle. Elle l'a formulé avec soin, a dit que c'était le seul moyen de préserver ce qui restait entre nous. A dit que si je me retirais, il pourrait y avoir une voie à suivre qui ne nécessiterait pas des années de procédure contestée. J'ai compris ce qu'elle offrait et ce qu'elle demandait. Et j'ai réfléchi à la façon de dire ce qui devait être dit sans en faire quelque chose de plus grand que ce n'était. Je lui ai dit que ce qu'elle me demandait de faire était d'abandonner une responsabilité que Howard m'avait confiée spécifiquement parce qu'il ne croyait pas qu'elle serait gérée autrement. Que si je m'en éloignais parce qu'elle me le demandait, je lui prouverais qu'il avait tort à mon sujet, et je n'étais pas disposé à le faire. Elle n'a rien dit. Puis elle a mis fin à l'appel, et ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. La procédure de divorce a commencé le mois suivant. Je ne dirais pas que ce fut sans douleur. 8 ans, c'est 8 ans, peu importe comment ils se sont terminés. Et il y a eu des moments dans ce processus où j'ai ressenti tout le poids de ce qui s'était dissous. Mais le mariage avait pris fin avant qu'Arthur ne lise la 2e page. Il avait pris fin dans cette salle de conférence lorsque Céleste l'a annoncé à une salle pleine de gens avant qu'elle n'ait la moindre idée de ce que le document disait réellement. Ce qui est venu après n'était que la confirmation administrative de quelque chose qu'elle avait déjà choisi. Ce qui a nécessité mon attention réelle pendant ces mois, c'était l'entreprise. Le conseil d'administration avait suivi la situation de près depuis la lecture, et bien qu'ils aient été largement soulagés qu'une structure stable ait émergé, ils n'étaient pas certains du type d'autorité que j'avais l'intention d'exercer. Je comprenais cette incertitude parce que je la partageais. J'avais géré une entreprise de sous-traitance, pas une société d'infrastructures diversifiée avec des centaines d'employés et des projets actifs dans plusieurs États. Je savais comment construire des choses. Je ne savais pas automatiquement comment diriger ce que Howard avait construit. Et je pensais qu'il était important d'être honnête sur cette distinction plutôt que d'entrer dans son rôle comme si le mandat m'avait conféré une compétence que je n'avais pas méritée. La première chose que j'ai faite a été de m'asseoir avec les 3 directeurs principaux qui avaient été avec Howard le plus longtemps et de leur demander, sans ordre du jour particulier, ce dont l'entreprise avait besoin et qu'elle n'obtenait pas. Pas ce que je pouvais offrir, ce dont l'entreprise avait besoin. Cette formulation était importante, et je pense qu'ils ont senti la différence. L'un d'eux a dit plus tard, dans une aparté à un collègue qui m'a été rapporté indirectement, que c'était la première fois depuis près d'1 an que quelqu'un avec un pouvoir de décision entrait dans une pièce et posait une question au lieu de donner une réponse. La vente de terrain que Céleste et Gavin préparaient, une parcelle d'une valeur stratégique significative qui se trouvait à côté de 3 projets de développement actifs et ancrait la viabilité à long terme de contrats qui employaient un nombre substantiel de personnes, a été formellement annulée dans les 30 premiers jours. Arthur a confirmé qu'aucun des accords préliminaires n'avait été exécuté de manière contraignante. Howard avait agi assez rapidement avec les dispositions du trust pour que la fenêtre pour ces transactions se soit refermée avant qu'elles ne puissent être finalisées. La structure de gouvernance que j'ai établie au cours des mois suivants a créé un comité de surveillance avec une autorité réelle sur les décisions majeures, y compris les décisions que je voulais prendre. Je n'étais pas exempté du processus que je créais. C'était le but. Howard ne m'avait pas donné le contrôle parce qu'il pensait que je méritais un pouvoir sans contrôle sur celui-ci. Il me l'avait donné parce qu'il croyait que je comprendrais que le pouvoir lui-même devait être limité. Céleste a retiré la contestation judiciaire 8 mois après l'avoir déposée. Son avocat a envoyé un avis formel au bureau d'Arthur sans déclaration ni condition d'accompagnement. Ce qui s'était passé, j'ai compris, sans avoir besoin qu'on me l'explique, c'est que les calculs étaient devenus impossibles à ignorer. Chaque mois que la contestation restait active, les dispositions du trust que Howard avait construites continuaient de fonctionner exactement comme prévu. Les distributions supplémentaires que Céleste aurait reçues dans des circonstances normales étaient maintenues en suspens pour la durée du litige. Elle contestait un document qui protégeait simultanément ses intérêts financiers et la pénalisait pour le contester. Plus elle se battait, plus elle érodait les fondements même de ce que son père lui avait réellement laissé.
À un moment donné, quelqu'un avec une vision plus claire des chiffres lui avait apparemment expliqué cela en des termes qu'elle ne pouvait pas contester. Environ un an après la mort de Howard, je me suis rendu sur le site d'origine où Bellamy Infrastructure avait commencé, un entrepôt reconverti en bordure d'un quartier industriel que Howard avait acheté dans les premières années de l'entreprise et n'avait jamais vendu. Même après que l'entreprise soit devenue trop grande pour lui. Sur le mur du fond, accroché sans cérémonie, se trouvait une photographie de Howard dans ce qui devait être la fin de sa trentaine, debout à côté du premier équipement lourd que l'entreprise avait possédé. Regardant l'appareil photo avec l'expression d'un homme qui vient de s'engager dans quelque chose de très grand et qui est en paix avec cet engagement. Je suis resté longtemps dans cet espace. La montre à mon poignet, non pas la propriété, la tutelle. Debout là, regardant la photographie, j'ai pensé à ce que Howard m'avait réellement dit à l'hôpital. Il ne m'avait pas dit de protéger l'entreprise ou de déjouer Céleste. Il m'avait dit de ne pas la juger sur ce qu'elle disait, mais sur ce qu'elle choisissait de faire quand elle croyait avoir déjà gagné. J'avais passé des mois à penser à cela comme à un avertissement concernant Céleste. Mais debout dans cet entrepôt, j'ai compris que c'était aussi une question qui m'était adressée. Howard m'avait observé pendant des années, observant comment je me comportais quand je n'avais rien à gagner. Ce qu'il avait écrit dans la deuxième page n'était pas une récompense. C'était un test étendu sur 10 ans dans le futur. Une question quotidienne sur le genre d'homme que je choisirais d'être lorsque je détiendrais le pouvoir sur quelque chose qui comptait. Et personne ne pourrait me dire non. Céleste a perdu l'entreprise qu'elle pensait hériter. J'ai perdu un mariage qui s'était effiloché plus longtemps que l'un ou l'autre d'entre nous ne l'avait admis. Howard a perdu une fille à cause de l'aveuglement particulier qui vient du désir de vouloir quelque chose au point de cesser de voir clairement. Aucune de ces pertes n'était nette ou simple. Mais Bellamy Infrastructure était toujours debout, employant toujours les personnes qui avaient bâti leur gagne-pain autour d'elle, portant toujours l'intégrité que Howard avait passé sa vie à construire autour d'elle. C'était ce qu'il avait voulu protéger. Pas par sentimentalisme et pas par dépit, mais parce qu'il comprenait quelque chose que Céleste n'a jamais tout à fait saisi, les choses qui valent la peine d'être protégées ne sont presque jamais les choses qui semblent les plus précieuses de l'extérieur. Howard n'avait pas besoin d'être dans la pièce pour gagner. Il avait juste besoin de connaître sa fille assez bien pour écrire autour d'elle. Et à la fin, cela s'est avéré être exactement suffisant. Il y a quelque chose que Howard a compris et que la plupart des gens passent une vie à manquer, que qui vous êtes vraiment ne se montre pas quand les choses sont difficiles. Cela se montre au moment où vous croyez que plus personne ne regarde. Le moment où vous pensez que vous avez déjà gagné et qu'il n'y a plus de conséquences. Céleste s'est révélée dans cette salle de conférence, non pas parce qu'elle y a été forcée, mais parce qu'elle pensait être libre de le faire. Et Howard avait construit toute la deuxième page autour de cette seule vérité à son sujet.